Notre invité ce matin, François Ruffin, le député La France Insoumise de la Somme. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Près de 100 000 morts. Le Covid, on l'a vu sur BFM TV il y a un instant. Un hommage national sera rendu aux victimes. On ne sait pas comment et quand. Je ne consens plus. Disiez-vous, c'était quand? C'était le 24 mars dernier, je crois. Vous ne consentez plus à quoi? Je consens plus. D'abord, toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu Oui. un membre du Covid et notamment à celles qui n'ont pas pu l'enterrer normalement et pour qui le travail de deuil n'a pas été effectué. Moi, ce à quoi je ne consens plus, c'est à des décisions qui tombent du sommet de l'État et où les conseillers du président eux-mêmes nous disent 10 minutes avant, on ne sait pas de quel côté va retomber la pièce. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si jamais on va être déconfiné, reconfiné, redéconfiné, reconfiné, ce qui va être jugé comme un commerce essentiel, comme un commerce pas essentiel, si on va pouvoir aller à 1 kilomètre, à 10 kilomètres et ainsi de suite. Et cette gestion, et y compris aujourd'hui, il va y avoir sans doute une réouverture, mais la manière Le 15 mai peut-être. La manière dont ça se décide à huis clos, sans consultation, concertation avec tous les acteurs qui seraient les premiers concernés, mais où là, ce soir, comme disent les gens, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Cette manière de faire avec... j'ai l'impression depuis un an de jouer à Manu Hadi, vous savez. Manu Hadi, pas plus de 6 à table. Bon, voilà. Et donc, cette manière de faire, oui, je n'y consens plus. Vous ne consentez plus à cela. Oui. Il est dommage que vous ne votiez pas à l'Assemblée nationale lorsque vous êtes consulté. Sur quoi? Je ne sais pas, sur les mesures, par exemple, sanitaires. Ça fait un an qu'on n'est pas consulté. Non, mais lorsque le gouvernement présente à l'Assemblée nationale ces mesures sanitaires, est-ce que vous allez voter ou pas? Non. Vous ne votez pas. Pourquoi? Non, Monsieur Bourdin. Oui. Le problème, c'est que depuis un an, sur qu'est-ce qu'on fait des vaccins, qu'est-ce qu'on fait des tests, qu'est-ce qu'on fait des max, comment on organise le pays, qu'est-ce qu'on veut pour la culture, qu'est-ce qu'on veut pour le soignant. Est-ce que en un an, nous, on aurait souhaité qu'il y ait des lignes de réanimation en plus, oui ou non? Est-ce qu'on a été consulté là-dessus? Non. Est-ce qu'on aurait voulu qu'il y ait des internes supplémentaires dans les hôpitaux? Est-ce qu'on a été consulté là-dessus? Non. Ça fait un an qu'on n'est absolument pas consulté. On est consulté juste le jour où on fait une espèce de validation François Ruffin, vous ne consentez plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appelez, je ne sais pas moi, à sortir dans la rue. Tout à fait. Vous appelez à ouvrir les terrasses de restaurants. Vous appelez à ouvrir les musées, les théâtres, les cinémas. Déjà, je l'ai fait avec mon collègue Sébastien Jumel dans la ville de Dieppe, puisqu'on a organisé un événement citoyen dehors, nous dit le gouvernement. Et je pense qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Oui, il faut que les citoyens aillent dehors. Là, on a fait du cinéma dehors, on a fait des concerts dehors, on a fait du théâtre dehors. Vous appelez à redescendre dans la rue. Oui, et vous savez, regardez ce qui s'est passé là, en Suisse. Une bonne nouvelle. Moi, je viens vous apporter des bonnes nouvelles, monsieur Bourdin, ce matin. Elles sont rares, donc j'espère que vous allez les accepter. Je regarde ce qui s'est passé dans le Jura. La petite ville de Moutier a été rattachée au canton de Jura en Suisse. C'est pas une grande nouvelle, mais 3000 personnes sont sorties dans la rue. Elles ont fêté ça, elles étaient heureuses. Et on pensait qu'il y aurait un pic derrière de Covid. Et les épidémiologistes constatent qu'il n'y a rien du tout. Antoine Flahault, qui n'est pas le plus des rigolos dans les épidémiologistes, il dit sur les 130 millions de cas qu'on a analysés dans le monde, il y a 0 cluster en extérieur. Donc aujourd'hui, on doit avoir un vrai choix de se dire citoyen dehors. Il faut créer là du sport dehors. Les gosses, on en marre de plus faire du sport. Il faut qu'il y ait une politique de sport dès ce printemps. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Il faut y avoir du beach volley en extérieur. Donc on ouvre tout. Il faut avoir ouvre tout. Non, on ouvre dehors. J'ai bien dit dehors. Il faut faire du karaoké en extérieur, du beach volley en extérieur. Il faut. Moi, je serais pour organiser des pots de départ d'Emmanuel Macron en extérieur aussi. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité de l'État? Est-ce que vous reconnaissez toujours l'autorité de l'État? Il serait bien difficile de ne pas reconnaître l'autorité de l'État quand vous risquez de prendre une amende de 135 € quand vous sortez de chez vous et que vous allez à plus de 10 km de chez vous. Bon, je veux dire, l'autorité de l'État, depuis un an, on en sent toute la puissance. Moi, je vois un État qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Avec les citoyens, il n'a pas de problème pour être un fauve, pour dire pas plus de 6 à table, pour aller contrôler tout ça. Mais en revanche, face aux firmes, on a un État qui est une carpette, qui par exemple est incapable là on nous dit nous sommes en guerre, et nous on peut le sentir quotidiennement. En quoi depuis un an a été mise en place une industrie de guerre qui nous permette de produire des vaccins, des tests, des masques et ainsi de suite. Il n'y a pas de développement de ça. Combien de temps faut-il pour produire un vaccin? Un an. Pour l'inventer. Il faut 10 ans habituellement, on a mis un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Pourquoi est-ce que l'industrie ne produit-elle pas plus de vaccins? Pourquoi? Française?
Oui, française ou internationale, mondiale. Là, d'abord, la première chose qu'on devrait demander partout, c'est la levée des brevets. Il y a encore 170 anciens chefs d'État, dont Gordon Brown, qui publie une tribune ce matin pour demander la levée des brevets. On a tous les pays du Sud qui réclament quoi? La levée des brevets. La France, Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, l'Union européenne l'an dernier, a voté tout pour dire il nous faut que ça soit un bien public mondial. Et aujourd'hui, qu'on est au pied du mur, quand la France se rend à l'Organisation mondiale du commerce, elle ne vote pas la levée des brevets. Non, c'est un grand souci, monsieur Bourdin. Je vous dis ça parce qu'on parle beaucoup des vaccins, effectivement. On a beaucoup critiqué d'abord, on a beaucoup critiqué Pfizer et Moderna. Vous vous souvenez ? Et notamment à la France Insoumise, notamment Jean-Luc Mélenchon, les vaccins ARN. Bon, il faut 10 ans pour mettre au point un vaccin. On a mis un peu plus d'1 an, ce qui est un exploit. Deuxième chose. Troisièmement, pour produire des vaccins, il faut construire des usines. Quatrièmement, vous avez remarqué que Spoutnik, le fameux Spoutnik vanté par beaucoup de gens, a des problèmes de production partout dans le monde. Partout dans le monde. On n'arrive pas à produire le Spoutnik. Les vaccins chinois peu efficaces. AstraZeneca, Johnson & Johnson, contesté. Alors c'est quoi la question à la fin? Non, mais la question c'est que la critique est facile. Non. La critique est toujours trop facile, non? Bon, si vous voulez, que la critique est trop facile? Moi, je fais de la proposition, et j'ai fait de la proposition depuis le début. D'abord, ma position a été constante concernant le vaccin. J'ai été pour la liberté vaccinale, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on les embête pas. Mais que ceux qui veulent se faire vacciner le puissent. Or, aujourd'hui, depuis des mois, c'est que ceux qui veulent se faire vacciner ne le peuvent pas. Sur ce point, je n'ai pas varié. Et la deuxième chose que je prône, c'est la levée des brevets et la réquisition. On a en France un appareil industriel sur le plan pharmaceutique qui est énorme pour produire des vaccins. On est en état de produire des vaccins si on le souhaite, mais on ne fait pas le nécessaire pour ça. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Tout ce qu'on fait, et quand le gouvernement dit qu'on produit des vaccins, c'est un mensonge éhonté. Tout ce qu'on fait, c'est un flacon. On fait du flaconnage et on s'en vante. C'est une honte. Bien. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait un motif impérieux d'aller en Amérique du Sud, ou en Amérique centrale, en Bolivie, en Équateur? Bon, le truc, c'est que je veux bien qu'on polémique sur Jean-Luc Mélenchon. D'abord, se dire qu'il respecte les règles. Hein. C'est les règles qui ont été fixées par le gouvernement. Moi, vous dire que personnellement, je ne comprends pas que, partant de confinement pour les citoyens, il n'y ait pas une fermeture des frontières franche. Maintenant, c'est les règles. Jean-Luc Mélenchon, il prend pas des repas clandestins, il va pas dans des instituts de beauté clandestins, et là, il prend pas un avion clandestin. Et quand je regarde ce que fait le gouvernement, Jean-Yves Le Drian aujourd'hui est en Inde. Il était ministre des Affaires étrangères. Il a été au Maroc et en Égypte. Franck Riester, il a été en Pologne, à Singapour, en Indonésie, en Séoul, en Afrique du Sud. On a Bruno Le Maire qui circule aussi. Bon. Il est ministre de l'économie. Oui, d'accord. Mais je veux dire, quand on est membre de pendant ce temps-là, les Français font quoi? Ils ne peuvent pas sortir à plus de 10 km. Ils ne peuvent pas aller voir leur famille à 30 km. Mais je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est une erreur de la part de Jean-Luc Mélenchon d'être parti en Équateur pour une photo avec un futur président qui n'a pas été élu et pour se retrouver en Bolivie aux Journées de la Terre le 22 avril? Je vous pose franchement la question. Répondez-moi franchement. C'est une erreur ou pas? Il y va pour réclamer notamment la levée des brevets dont je viens de parler. Bon, maintenant, vous la réclamez ici. D'ailleurs, qu'ils viennent ici pour la réclamer, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, ça sera mieux. Je le redis, moi, j'aurais été favorable à ce qu'il n'y ait pas de voyage ni avec le Brésil ni avec les autres pays. Je comprends pas que dans un temps où on nous demande aux Français... Vous ne comprenez pas qu'ils soient partis là-bas? Ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement n'ait pas fixé une règle. À partir du moment où il fixe une règle, Jean-Luc Mélenchon est le premier à respecter la loi. Et je ne consens pas que j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale et que je dis à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas tenu ces propos-là. Parce que lui, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Bon, donc voilà. Et là, en l'occurrence, c'est permis. Moi, j'aurais été favorable. Vous n'auriez pas fait. Vous l'auriez fait? Je prends fort peu l'avion. Justement. Maintenant, mais moi, j'ai une tentation. Je vais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous l'auriez fait ou pas, François Ruffin? J'ai une tentation aujourd'hui. Je vous pose la question. Mais répondez-moi franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais vous dire. Vous êtes indépendant ou pas? Oui, mais j'aurais été Jean-Yves Le Drian, je n'irais pas aujourd'hui en Inde. Non, mais c'est facile, ça. Je vous parle pas de Jean-Yves Le Drian. Pour tout le monde. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon. Oui ou non, vous l'auriez fait ou pas? Est-ce que vous posez... Je comprends pas pourquoi ça suscite une polémique pareille sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous ne me répondez pas, je passe à autre chose. Donc moi je demande un traitement d'égalité simplement entre les membres du gouvernement et les membres de l'opposition. Donc il y a égalité. Par contre, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis assez tenté d'aller dans un pays
J'ai un pays dans lequel j'ai envie d'aller, pour lequel j'ai envie de prendre l'avion. Je crois que mon dernier tampon sur mon passeport remontait à 2005, mais moi, je souhaite aller aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Je sais, vous allez me parler de Biden. Mais oui. Mais avant que vous me parliez de Biden, je vais y revenir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Je reste quand même sur la politique française. Sur... Oh là, vous savez mais sur le maintien des élections régionales et départementales en juin. Vous êtes favorable à ce maintien, j'imagine. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas voté alors ? Moi, qu'importe, vous savez. Mais non. Mais c'est-à-dire que vous êtes extraordinaire. Non, mais là, on vous pose des questions. Non, la question. Mais non, vous ne votez pas. La question qui nous est demandée, posée à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le report d'une semaine des élections ? Vous voyez, on vous consulte sur la couleur du papier peint, mais sur l'essentiel, on vous consulte pas. En revanche, est-ce que je suis pour la tenue des élections régionales ? Mais enfin, je suis pour le maintien de la démocratie. Je le redis, aujourd'hui, dehors, on peut faire beaucoup de choses. Donc, y compris des meetings dehors, on peut les faire. Donc voilà, maintenant, tout ça m'intéresse pas tellement. Un mot sur l'avion, Biden, la loi climat vous intéresse à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Et oui, vous la suivez de près. Vous vouliez limiter les déplacements en avion. Depuis 15 jours, j'ai surtout porté une proposition de loi sur le RSA à partir de 18 ans. Ça aussi, je vais vous en parler. C'était mon travail sur lequel j'ai effectué des dizaines d'heures d'audition. Vous voulez toujours instaurer un quota carbone par personne pour limiter les voyages, toujours. Oui, je pense qu'aujourd'hui, une démarche de justice, c'est plus d'avoir ce que j'appelle des plafonds et des planchers. C'est-à-dire que si on dit qu'on va rajouter une taxe sur les avions, par exemple, ça veut dire que les riches, ils vont pas le sentir du tout. Parce que ils sont prêts à payer un petit peu plus. En revanche, dans le porte-monnaie des pauvres, ça va leur interdire de voyager. Or, aujourd'hui, on est dans un pays où les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. C'est pour ça que je pense qu'il faut passer d'une logique de taxe à une logique de plafond plancher. Qu'est-ce que le plafond ? C'est de dire qu'il y a un maximum. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a le droit de polluer comme 100 personnes, vous voyez. Et en revanche, c'est pas parce qu'on est un homme politique qu'on a le droit de polluer plus que les autres. Qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Oui. Et de la même manière, il faut un plancher. Et il faut relever le niveau du plancher, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi une possibilité pour les gens qui sont pas habitués à voyager de le faire plusieurs fois dans leur existence, d'aller découvrir les pays étrangers, d'autres cultures et ainsi de suite. Ça doit rester quelque chose d'accessible pour les gens, ou de le devenir, parce que moi je rencontre des tas de gens dans mon coin, vous savez, qui déjà quand ils voient la mer, c'est déjà pas mal, ça leur fait des vacances, quoi. Bien, un mot, réponse courte. Est-ce que vous êtes opposé à la mise en place d'une écotaxe régionale décidée par les régions sur le transport routier? Pourquoi? Je sais pas. Vous n'êtes pas opposé? Bon, je n'ai pas suivi. Bon, d'accord. Vous savez, dans la loi climat, il y a 2500 trucs différents. Biden. Biden, vous dites c'est une bonne nouvelle. Expliquez-moi pourquoi. Ouais. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la taxation voulue par Biden. C'est tout le plan. C'est tout le plan. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que depuis les États-Unis et l'Angleterre, c'était concurrence, croissance, mondialisation, et on fonce à fond dans ce sens-là. Et là, à l'Ouest, enfin du nouveau. Parce qu'on a un plan de 240 milliards, notamment pour les familles pauvres, sur la santé, dont on estime, à l'Université de Columbia, ça risque de diviser par 2 la pauvreté pour les enfants aux États-Unis. Et comment c'est financé ? C'est financé par des recettes sur les plus riches, par de l'impôt sur les revenus, par la taxe sur les hauts salaires, par un impôt sur les sociétés. 75% des suppléments d'impôts vont être payés par les 1% les plus riches. Ça veut dire que c'est un basculement dans ce qui s'est fait jusqu'à maintenant aux États-Unis, et que on sait que bien souvent ce qui se produit là-bas a des chances de nous arriver ici. Et donc ça, c'est une main qui doit être tendue. Je vois avec beaucoup de timidité et de gêne presque le gouvernement, Emmanuel Macron, qui réagit pas, qui prend pas la balle au bond pour se dire, ben voilà, un nouveau chemin qui est un chemin de progrès. Parce que chez nous, regardez le RSA hier. Le RSA aux 18-25 ans. Étendre le RSA aux 18-25 ans, vous défendez cette proposition de loi ? Oui, pour moi, c'est pas un idéal et il n'y a rien d'original là-dedans. Oui. Mais alors le gouvernement y réfléchit, puisque le gouvernement réfléchit à une garantie jeune universelle qui ressemblerait un peu à ça. Qui a rien d'universel. Avec une formation. Qui a rien d'universel. Mais j'entends cette déclaration de la présidente d'ATD Quart-Monde qui nous dit nous ne voulons plus répondre aux demandes du gouvernement. Nous lui avons tout dit, redit et re-redit. Nous en avons parlé avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, qui partage notre attitude. Cela n'est jamais arrivé en 15 ans d'exercice au sein d'ATD. Ils savent tout ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à eux d'agir.
Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le cœur de la crise? Pour les entreprises et pour les salariés, on a immédiatement fait le plan garanti par l'État et le chômage partiel. Et je pense que c'était des bonnes mesures qui ont permis de sauver à la fois les entreprises et de secourir les salariés. Mais un an plus tard, on n'a toujours pas des mesures sur la jeunesse fortes. Et même sur la pauvreté en général. Là, ça peut attendre. Et ce qu'on va avoir, ça va être un espèce de bricolage. Oui, bricolage, oui. Est-ce que ce sont des sujets majeurs pour la gauche, ces sujets que vous portez là? J'espère. Pourquoi est-ce que la gauche se perd dans les sujets de société, féminisme, racialisme, islamophobie? Est-ce que ça ne fait pas fuir les électeurs de gauche? Je vous pose franchement la question. Bon, je pense qu'il y a des lignes qu'il faut tracer et sur lesquelles on doit dire non quand la droite va trop loin ou quand le gouvernement met en place des choses. Quand ça occupe tout le débat. Je suis bien d'accord et c'est pour ça que j'ai même pas envie d'en parler plus là maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que aujourd'hui, si on veut récupérer les gens, moi la question c'est comment on récupère un électorat des classes populaires, qu'ils soient des quartiers ou qu'ils soient des campagnes. Et je pense que c'est notamment sur leurs conditions de logement, comment ils vont pouvoir accéder au logement, sur leurs conditions d'emploi, sur leur salaire. Vous avez échoué depuis des années à gauche. Le Rassemblement. J'ai lu un livre que vous aimez pas, François Ruffin, L'ascension d'un opportuniste. Vous l'avez lu, ce livre, qui est un peu dur avec vous, Myriam Alaoui, chez Robert Laffont. Le Rassemblement à gauche, j'avais échoué à Amiens, écrit-elle. C'est vrai? Non, on a réussi. Des têtes de liste, on a réussi le rassemblement à Amiens, mais on n'a pas réussi à gagner. Bon, bah voilà. Écoutez, alors la gauche est émiettée. Elle est hors course. Pourquoi est-ce qu'elle est émiettée et hors course? Moi, vous savez, en tout cas, ce que je viens vous dire ce matin, c'est d'abord que je suis pour que ce printemps, il y ait une aspiration populaire qui débouche dans la rue. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour que ça respire dehors. Une grande manifestation, je ne sais pas, le 1er mai ou un autre jour. Il faut qu'il y ait de la joie. Peut-être que c'est des pots de départ un petit peu partout sur les ronds-points, sur les places publiques et ainsi de suite. Parce qu'il ne peut pas y avoir une victoire de la gauche si jamais il n'y a pas d'abord une ébullition dans le pays et si jamais on ne sort pas de la dépression. Parce qu'au fond, il y a la dépression économique, mais il y a une dépression psychologique qui s'est installée. Et politique. Quand on voit qu'un tiers des Français se disent en dépression, quand on a un jeune sur deux qui se dit inquiet pour sa santé mentale. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que le gouvernement mette en place tout ce dont j'ai parlé. Du cinéma dehors, théâtre dehors, sport dehors, toute cette vie dehors pour sortir le pays de la dépression. Mais s'ils ne le font pas, ça va être à nous de le faire. Qui soutiendrez-vous en 2022 ? Vous savez, vous êtes le premier endroit où je l'ai dit, Monsieur Bourdin. Alors vous pouvez me reposer la question régulièrement. Mais je vous ai dit que la présidentielle, moi j'en parlerai à partir de l'été. Pas avant. Pour l'instant, vous n'avez pas choisi. Non, pour l'instant, je me concentre sur parler aux gens de leur logement, parler aux gens de leur jeunesse. La nécessité de mettre en place... Parce que vous parlez de questions. Moi, quand je suis dans ma circonscription, il n'y a personne qui pose ces questions-là, monsieur Bourdin. Et vous le savez. Ça commence à travailler les esprits. Je veux dire, la présidentielle. Vous le savez bien, François Ruffin. C'est comment... je veux dire, je prends un cas. Maxime, il est en master de psychologie. Il a le droit à 100 € de bourse. Ses parents... lui versent rien, ils n'ont pas les moyens de lui verser. Ils se débrouillent avec ça pour manger des pâtes et du riz. D'habitude, il a un boulot l'été pour accompagner les enfants en handicap. L'année dernière, il n'y a pas eu parce qu'il y a eu l'annulation de tout. Donc là, il est dans la grosse galère, notamment il est malentendant. Il a un appareil auditif qu'il faut entretenir, qui coûte 100 € par mois et qu'il ne peut plus entretenir en un temps où en plus, les gens sont masqués, où on ne peut pas lire sur les lèvres. Quelle est la solution qu'on propose à ça? Voilà, à mon avis, une question qui... En tout cas, la solution, ce n'est pas lui parler de racialisme. On est bien d'accord. En tout cas, voilà une question qui, moi, me préoccupe beaucoup plus que... aujourd'hui, les questions que vous me posez sur la gauche et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on ait des réponses. Mais moi, si vous voulez, je reviendrai à l'automne et puis on discuterait de ça. Oui, prenons rendez-vous, vous reviendrez. Vous venez. Moi, je voudrais bien. Moi, ce que je voudrais, c'est que le gouvernement nous apporte une réponse là-dessus. Donc, je voulais vous apporter 3 bonnes nouvelles. Je vous apporte la 3e. La 3e, vite. La 3e, vite. Je les vois, les masques. J'allais vous en parler. J'ai venu avec les masques de l'Assemblée nationale parce que là, il y a une belle histoire. Donc, on a une distribution gratuite de masques pour les députés et leurs collaborateurs. Et les premiers masques, ils venaient de Changzhou, Jiangsu, China. Bon. Et ensuite, comme c'était un peu trop voyant, les gens à l'Assemblée nationale, les salariés, ils devaient mettre les masques sous enveloppe pour qu'on ne voit pas que ça venait de Chine, donc dans les sous-sols de l'Assemblée nationale. Bon, et donc j'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, j'ai eu des entreprises qui m'ont remercié, qui ont dit il y a eu un appel d'offres. Comment ça se fait que nous, on n'a pas été retenus et que ça a été retenu pour une entreprise chinoise? Et la bonne nouvelle? Et la bonne nouvelle, c'est que enfin,
on a des Solumasques qui est avec le fabriqué en France dessus. Donc ça veut dire aussi que si on veut retrouver une industrie dans le pays, et ça me préoccupe, ça peut pas se faire seulement en baissant les impôts, les impôts, comme l'a fait Reagan, Thatcher, Macron et comme le préconise Bertrand, mais ça doit se faire aussi par exemple par un Buy French Act où on recommande de l'achat français, en tout cas pour les administrations. Leur progrès et le nôtre, c'est le livre de François Ruffin. Alors, il y a un mot sur ce livre, vous parlez d'un désir, le désir d'autre chose. C'est-à-dire c'est comment en fait on va continuer à avoir du progrès humain. Par quel biais ça va se passer? Est-ce que ça va se passer par l'hypertechnologie? Là, on voit qu'on est dans un temps d'accélération de ça, où le commerce devient click and connect, le travail devient télétravail, l'école se fait en numérique. Ou bien est-ce que ça va être par le lien, par le progrès humain? Et quand on écoute les gens de la Silicon Valley, il y a quand même ce grand fossé entre ce qu'ils font du numérique, et puis à leurs enfants, ils interdisent le téléphone portable avant 14 ans, ils les mettent dans des écoles alternatives sans écran, et pour eux, ils recrutent des coachs pour leurs enfants et des assistants de coach, c'est-à-dire une hyper-humanité. Et on est en train d'offrir ce progrès-là pour les hyper riches parce qu'ils savent que le lien, c'est ce qui construit l'humain. Et eux, ils vont avoir le droit à ça. Et en revanche, les gens ordinaires, voire les pauvres, on va les mettre en permanence face à des caisses automatiques, des écrans, du distanciel, du CAP 2022, c'est le projet du gouvernement, 100% des services publics en numérique. Et je pense qu'il faut qu'on dise que pour tous, le progrès est dans l'humain, il est dans le soin. On l'a vu même depuis un an. Sans l'ex-auxiliaire de vie sociale, sans les aides-soignantes, qu'est-ce qui se serait passé dans le pays? Leur progrès, le nôtre, aux éditions du Seuil. Merci François Ruffin, 8h55. Merci à vous.